Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau setup. On est obligé d'improviser. On va parler de Giga Chikadze contre Calvin Kattar, le main event de ce week-end après 4 semaines sans UFC. Et je suis accompagné de Donovan Desmaé puisqu'on est tous les deux à l'hôtel ici en attendant son combat de samedi. Donc avant de regarder l'UFC, regardez bien le KSW 66. Comment vas-tu, Dono? Très bien, merci. J'aime bien parce que je te pose la question alors que ça fait 2 jours qu'on est ensemble ici. Comment t'as vécu les 4 semaines sans UFC? Ça va. Tu t'es focus sur ton fight. Ouais, mais je suis passé sur autre chose, je suis regardé autre chose, t'inquiète. On profite. Alors, ce week-end, on reprend les UFC. Main event, Calvin Kattar contre Giga Chikadze. Quel est ton premier feeling? Je sais que tu pronostiques beaucoup. Quel est ton pronostic? Vite fait, sans trop aller dans le sujet, je mettrais Chikadze. Sans trop de difficultés. Ouais. Sans trop de difficultés. Il va avoir une opposition, mais je le vois assez bien tirer son jeu dans ce fight. Ok, donc on va définir ça de manière... on va un peu vulgariser les deux combattants. On a Chikadze plutôt un kicker. On a Calvin Kattar plutôt un boxeur. Je pense qu'un angle intéressant pour communiquer sur ce combat, toi qui es combattant, si tu devais affronter un mec comme Giga Chikadze, comment est-ce que tu aborderais le combat? Comment est-ce que tu ferais face à quelqu'un qui est assez grand pour la division et qui impose une distance de kick? Déjà, je prendrais pas ce fight. Personnellement, je prendrais pas ce fight. Mais sinon, d'un point de vue extérieur, c'est très dur à pouvoir mettre en place une stratégie parce qu'à son niveau, t'as vraiment très peu de failles. Donc, faut vraiment avoir les bonnes armes pour aller rivaliser avec lui. Mais c'est clair que sa taille sur son allonge va beaucoup jouer. Et en plus, il utilise bien son allonge, surtout ses kicks. Donc, ça va être assez galère pour Kattar. Ouais. Et donc, quelqu'un qui a une bonne allonge, qui exploite bien son allonge, qui est plus grand que toi, de prime abord, on dirait le mettre sous pression serait la première chose à faire. La raison pour laquelle tu parierais sur Giga Chikadze, c'est parce que tu sens un Calvin Kattar qui serait incapable d'appliquer cette pression et de définir la distance de combat. Je pense qu'il sera un temps chaque fois en retard. En retard, et donc il serait plus à se faire contrer quand il essaie d'engager. À se faire contrer, ou chaque fois qu'il engage à pas toucher réellement Chikadze. Chikadze, d'accord. Je répète à chaque fois Chikadze, je sais pas comment on prononce exactement. Chikadze. Il y a une question qui, moi, m'intéresse assez particulièrement parce que Giga Chikadze, quand on regarde l'historique, voilà, il est arrivé à l'UFC. Je pense que l'UFC, clairement, voulait le faire monter petit à petit. Et les premiers combats qu'il a pris, c'était un peu contre des no-names de l'UFC. Et c'était des décisions, c'était un peu bof, jusqu'au moment où il a rencontré Simmons, il le met KO. Et depuis, voilà, il a eu 3 grosses step-up d'affilée à l'UFC, notamment Cub Swanson, qui le met KO dans la première minute, et beaucoup plus récemment, Edson Barboza. Alors que Calvin Kattar, depuis qu'il est à l'UFC, il a rencontré que des gros noms, à part Chris Fishgold, sans vouloir manquer de respect. Est-ce que pour toi, c'est un élément qui est important d'avoir une expérience contre du très gros niveau, ou alors voilà, quand on est juste trop fort, peu importe qui on a rencontré dans le passé, on est capable de prendre des gros challenges par la suite? Non, c'est sûr que l'expérience va jouer, c'est sûr. Mais je pense que l'expérience de Kattar, c'est pas ce qui va lui donner un tel avantage sur Chikadze. Parce que c'est pas comme si il venait de commencer aussi Chikadze. D'accord, il n'a pas eu énormément de combats quand tu compares à Kattar à l'UFC, mais il a déjà une carrière derrière lui qui est aussi assez impressionnante, tu vois. Donc l'expérience, je pense qu'elle est quasi pareil. Donc c'est pas Kattar qui va pouvoir avoir une telle expérience qui va dominer à ce niveau. C'est ça, surtout que voilà, soyons honnêtes, Giga Chikadze, c'est l'un des meilleurs strikers de la division. C'est pas le meilleur, non, un des meilleurs. L'ego en MMA est un énorme sujet. Évidemment, tous les combattants ont un gros ego, sinon on rentre pas dans ce sport, et c'est important de savoir bien le gérer. Ici, Calvin Kattar, quand il est arrivé à l'UFC, on le considère totalement comme un striker, mais quand on fait des recherches sur lui, il a une petite base en lutte tout de même. Quand on fait face à Giga Chikadze, même si on se sent capable
de lui faire mal debout, est-ce que la meilleure stratégie serait pas de se dire, tu sais quoi, je range mon ego de côté et je viens pour le lutter à la cage et chercher le sol? Peut-être, mais c'est un profil qui est assez chiant à amener au sol. C'est un peu comme genre Adesanya. Donc il est assez, pour sa catégorie, il va être un peu plus grand que les autres, il va être très longiligne et c'est embêtant pour amener quelqu'un comme ça au sol, surtout avec son niveau en boxe, en pied-point. Surtout sur son niveau défensif pied-point, ça va être encore plus embêtant. Donc il faut vraiment avoir un très très bon lutteur en face, ou quelqu'un qui va déjà bien saper debout pour pouvoir après profiter un peu de faire ses setups et d'en ramener au sol. Ouais, je pense que le meilleur exemple, justement, quand tu cites Adesanya, c'est quand Brunson a essayé de le lutter de loin. Alors que c'est un lutteur. Alors que c'est un lutteur de base, ça donne un temps de réaction pour capitaliser sur des contres. Maintenant, un autre élément qui est assez intéressant dans ce combat, c'est Calvin Kattar. Son dernier combat contre Max Holloway, il a pris ultra cher. Mentalement, quand tu sors d'un combat comme ça, en général, il y a deux alternatives. Soit tu n'en sors pas et tu as pris un trop gros coup sur ta confiance, soit tu reviens avec un tout nouveau style, retravaillé. Dans quelle structure on va se retrouver? Tu penses qu'on va retrouver un Kattar qui a fait beaucoup d'introspection et qui revient en force, un peu comme Ortega après sa difficile défaite contre Holloway? Il est revenu contre Korean Zombie, il nous a tous surpris. Est-ce qu'on aura un Kattar qui va un peu suivre ses rails, ou tu vois plutôt un Kattar qui aura pris un coup à sa confiance? Je pense qu'on n'aura pas un Kattar tellement différent d'habitude. Je pense pas qu'il a fait de tels ajustements ou de tels changements dans sa vie pour se dire vraiment passer au-dessus de cette défaite ou vraiment revenir avec un mental beaucoup plus fort. Je pense que ce sera un Kattar comme d'habitude, fort, très, très bien, etc., mais pas non plus à avoir évolué, par exemple comme Dos Anjos qui a fait une petite chute et qui est remonté de dingue, ou comme José Aldo qui fait pareil. C'est donné à très peu de gens aussi de rebondir comme ça sur des défaites. En milieu de carrière. Rebondir dessus et continuer, ça va, tu vois, c'est à la portée de tout le monde, peut-être pas de tout le monde, mais de beaucoup de gens. Par contre, de rebondir et de devenir meilleur, ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc je pense que ça sera un Kattar comme d'hab, sur un Kattar qu'on connaît, mais pas de quoi non plus avoir un tout nouveau Kattar. Ouais. Moi, je vais peut-être partir un peu trop dans le spécifique ici, mais je trouve que, en tout cas, quand Kattar est arrivé à l'UFC, un truc qui sortait du lot pour moi chez lui, c'était son jab. Pour moi, je l'ai directement considéré comme un des gars qui exploitait le mieux son jab. Il le doublait, il changeait de niveau, il l'utilisait pour créer des angles, pour créer des ouvertures. Et depuis sa défaite contre Moicano, où Moicano a contré son jab avec des low kicks, j'ai l'impression qu'il a décidé de l'utiliser différemment, son jab, et à moins bon escient, c'est-à-dire que il va mettre tout son poids maintenant dans son jab pour pouvoir placer son direct par derrière. Je pense que l'idée vient de, ok, quand j'utilise mon jab de manière légère, le gars il chope ma jambe avant et je peux rien faire à part être déséquilibré et l'encaisser. Alors que si je mets tout mon poids sur ma jambe avant dans mon jab, s'il y a un low kick qui vient, je suis encore en posture d'envoyer mon direct et de le déséquilibrer. Ici, face à un kicker, ça peut être intéressant, comme ça peut être à l'inverse, ça peut créer beaucoup de dégâts. Tu penses que son ajustement face à Giga Chikadze devrait venir de son jab, à l'utiliser plus pour créer ses angles, pour feinter, pour faire rater Giga Chikadze, ou justement plutôt l'utiliser pour mettre pression et mettre du poids sur sa jambe avant? Je pense qu'il devra varier entre les deux. Je pense pas qu'il y aura une solution qui va vraiment marcher pendant 5 rounds. Je pense que Chikadze va, si par exemple il y a un ajustement qui va pas passer pour lui dans le premier round, il va savoir s'adapter à la situation. Et donc je pense que Kattar devrait, si ça se dirige pour Kattar, qui devrait aussi s'adapter au fur et à mesure du combat. Je pense pas qu'il devra arriver avec une seule stratégie, genre je vais juste jabber avec mon poing en avant ou me faire purger. Je pense qu'il devra s'adapter, et bonne chance. Bonne chance. Une des stratégies quand il y a une différence, alors ça dépend comment on prend le combat, le premier round, le deuxième round, mais si je t'écoute bien, tu considères quand même qu'il y a une différence de niveau assez flagrante en termes de pied-point et même de
peut-être un manque de compétences chez Kattar pour casser cette distance et bloquer et amener ça au sol. Justement, est-ce que la stratégie du coup du plan B de Kattar, ça devrait pas être d'endormir le combat, de venir chercher le clinch à tout prix et d'essayer juste de bloquer à la cage, parce que tu le disais tout à l'heure, quand tu shootes ou quand tu cherches la lutte à tout prix contre un bon striker longiligne qui travaille à distance, c'est dangereux de shooter dans les jambes. Par contre, une recherche de clinch, c'est toujours un peu plus facile. Voilà, le gars il engage, tu encaisses le coup, tu chasses le coup et puis tu viens chercher le clinch. C'est un peu plus facile, c'est un peu moins risqué. Est-ce que c'est une option pour Kattar de venir endormir le combat et chercher simplement une décision un peu chiante? Je pense que ce sera une des plus grosses chances de Kattar de remporter le combat, ce sera d'amener ça vers cette stratégie-là. Ouais, ce qui est contre-naturel pour lui, parce qu'il nous offre toujours des super beaux combats. Spectacle, frapper, etc. Mais là, s'il veut pas se ramasser un gros KO, je pense qu'il devra être beaucoup plus attentiste sur le combat. Beaucoup plus stratège. Je vais revenir un peu sur le profil de Giga, ou plutôt sur le profil du combat, parce que tu disais dans ton premier établissement du pronostic que Giga devrait gagner sans trop de difficultés. Est-ce que tu le vois finaliser Kattar, après qu'on ait vu Kattar contre Loé, qui semblait être impossible à finaliser et capable d'encaisser une série de coups pendant toute une soirée? En même temps, Chikadze et Holloway, c'est pas vraiment le même profil de frappe. Holloway, il va t'envoyer 10 coups, mais Chikadze va t'envoyer 5, mais à plein de barres. Donc à niveau puissance, ça va être différent. Je pense pas qu'il va pouvoir encaisser tous les coups de Chikadze. S'il fait comme le combat contre Holloway, à encaisser tous les coups, il va pas tenir 5 rounds. Je le vois pas tenir comme ça 5 rounds, à encaisser. C'est clair. Donc voilà. Donc voilà. On a donc un bon pronostic pour Chikadze. Est-ce que tu vas mettre de l'argent dessus? Il est favori dans le combat, évidemment. 1,50 je pense. 1,50. Est-ce que selon toi ça vaut la peine d'aller mettre une petite pièce dessus, ou tu l'utiliserais plutôt en combo? Non, mais de toute façon, c'est toujours des combos. Toi, tu fais toujours des combos. On cherche pas à gagner 5 euros. C'est d'office des combos, mais c'est sûr que si je remets dans un ticket, je me mets assez confiant. Ok. Pour moi. Parfait. Merci pour l'analyse. Est-ce que tant qu'on est là, on ne partirait pas sur une petite analyse de Gane contre Ngannou? Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? On peut. On peut? Oui. Alors on va juste faire une pub. Voilà qui est fait. Bon, nous on n'a pas fait de pause. la pub est juste pour ceux qui regardent ça sur YouTube. Gane contre Ngannou, ton premier feeling, ta première lecture sur ce combat? Mitigé, je dirais. Mitigé parce que je sais pas trop quoi en penser. Parce que Gane c'est technique, mais c'est aussi du style à endormir un combat, à toucher juste pour toucher et pas vraiment chercher le finish. Ngannou c'est totalement l'inverse. Mais depuis qu'il a combattu contre Miocic, on a vraiment vu une évolution dans son jeu, dans son mindset, dans son game plan. Donc du coup, là, je sais pas comment il va aborder le combat. Soit il va chercher un finish dans les premiers rounds, deuxième round, soit il va pouvoir jouer avec Gane, pas avoir peur d'arriver aux 5 rounds. Mais là, du coup, je sais pas trop s'il va savoir tenir la distance. Si tu étais le coach de Francis Ngannou, tu lui conseillerais quelle approche? Faire ce qu'il fait d'habitude, de mieux. Chercher à mettre la pression, chercher le gros coup, parce qu'il a c'est un des plus gros frappeurs. Donc il doit exploiter ça. Il doit pas essayer de rentrer dans la stratégie à Gane, parce que Gane il va pas changer ce qu'il va faire. Il va faire ce qu'il fait tout le temps. Il va chercher s'il va à la décision, pour lui c'est très bien. Donc il va pas chercher le finish. Je pense qu'il c'est vraiment pas sa stratégie à aller commencer à frapper avec Ngannou. Donc je pense que si moi j'étais dans le coin, je suis pas dans le coin, mais si je devais conseiller Ngannou, tout à fait hypothétiquement, je vous dirais de faire ce qu'il fait de mieux, chercher à frapper, à frapper fort et pas trop laisser le temps à Gane de s'installer. C'est ça, donc plutôt engagé que contrer, notamment parce que Gane est aussi un très très bon feinteur et que chercher le contre
dur et puissant contre un feinteur, c'est jamais une bonne idée parce que tu risques de beaucoup frapper dans le vent et te frustrer. À l'inverse, bon, tu viens un peu d'orienter ton opinion là-dessus, mais si tu étais dans le coin de Gane, tu lui dirais de faire un peu comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des petits ajustements que tu ferais de par le profil un peu unique de Francis Ngannou? Je te prends de court. Hein. Ouais, quelques ajustements, c'est sûr qu'il devra en faire parce que je pense qu'il a déjà combattu des bons profils. Je pense que là, en plus ils ont déjà combattu ensemble, mais là avec le step-up que Ngannou a fait après pour son fight contre Miocic, je pense qu'il sait plus trop à quoi s'attendre. Okay. Donc je pense pas qu'il doit se fier à ce qu'il a connu au Factory quand ils se parlent ensemble. Je pense qu'il doit plus se fier à ça. Je pense que c'est complètement un autre Ngannou avec la même puissance de frappe mais avec totalement une autre un nouveau jeu. Donc les ajustements, je sais pas trop. Mais ça d'ailleurs, c'est peut-être une question que j'ai jamais abordée dans les autres vidéos par rapport à ça et qui peut être bonne à te poser parce qu'on est sur le sujet. Voilà, quand tu t'es entraîné comme ça avec quelqu'un, mais qu'il a changé de gym pendant 3 ans, si ça devait t'arriver à toi, tu t'entraînes avec quelqu'un pendant assez longtemps et puis il part d'un gym pendant 3 ans et vous êtes amené à combattre l'un contre l'autre, avec quel degré de confiance tu partirais sur ce que tu connais de la personne? Est-ce que tu te dirais je me rappelle de ça, donc je vais adapter ma stratégie par rapport à ce que j'ai connu, ou alors tu te dis 3 ans c'est quand même beaucoup pour évoluer, pour progresser, pour changer, j'oublie tout ce que je connais de ce gars-là et je pars comme si c'était un combattant que j'ai affronté par le passé, que je connais pas et que je dois analyser de A à Z. Non, je pense que je garderai ce que je sais sur lui. Ouais. Parce que si tu t'es entraîné autant d'années avec quelqu'un, tu l'as connu comme un minimum. Donc tu peux connaître ses habitudes, ses réflexes, un peu son niveau de base qu'il avait, parce que s'il est parti depuis 3 ans, c'est sûr qu'il a pu changer. Après, quand tu pars 3 ans, ça veut pas dire non plus que tu as évolué. Il y a des gens qui partent dans un autre team et qui régressent, par exemple, tu vois. Ouais. Donc là, évidemment, c'est pas le cas d'Ngannou. Il a vraiment, je pense qu'il a bien eu un bon step-up comparé au Factory. Mais il doit garder ce qu'il sait sur Ngannou, donc je parle de Gane. Il devrait garder ce qu'il sait sur Francis, mais à rajouter l'analyse du fight avec Miocic et d'adapter son jeu avec ça. C'est ça, donc tu dois faire une petite combinaison entre ce que tu connais et ce que tu vois de nouveau depuis son départ. Alors, je vais juste reprendre parce que il y a beaucoup de Français qui vont écouter la vidéo et c'est juste un phrasing et je sais que il y a certains gens qui aiment bien rebondir sur des choses qu'on dit et qui sont pas spécialement, qui vont être mal interprétées. T'as pas voulu dire qu'il a ultra progressé à partir du moment où il est parti du Factory. Il a blindé, appris au Factory et puis il a encore évolué à partir de là. Je pense que Ngannou, il est là grâce au Factory. Voilà, c'est ça. Il faut partir aux gens ce qu'ils ont fait, tu vois. Donc, tu peux ne plus t'entendre avec quelqu'un, changer de team, et, tu vois, mais pas pour autant rester proche d'eux, ou même si tu t'entends plus avec eux, mais ne pas cracher sur ce qu'ils ont fait. Donc moi, je serais dans son cas, même si je m'entends plus avec, par exemple, Fernand ou avec Cyril Gane, je m'entends plus avec eux, c'est une chose. Les chemins des gens sont faits pour se séparer des fois, mais il faut quand même rester, savoir reconnaître ce que les gens ont fait pour soi. Donc le Factory a amené Gane aussi, mais ils ont amené Francis là où il est maintenant. Donc si c'est une gratitude de cracher après dessus. Donc les chemins qui se séparent, c'est ravis comme ça. Mais ouais, c'est sûr que le Factory a amené Ngannou. Ouais, c'est ça, parce que je voulais juste faire la réflexion parce que je sais ce que tu as voulu dire, mais je sais aussi comment certaines personnes ont risqué de le comprendre. Peut-être une dernière question, parce que ça non plus j'ai pas abordé, je trouve que c'est un sujet assez intéressant, même si c'est spéculatif. Comment dire, c'est Ngannou et Fernand Lopez qui s'entendent pas. Je pense que Ngannou et Gane, il y a pas vraiment de problème au niveau perso. Toi, en tant que combattant, est-ce que ça... Donc, mets-toi à la place plutôt de Cyril Gane ici. Est-ce qu'en tant que combattant, ça te perturberait ou ça te motiverait davantage, ou est-ce que ce serait un facteur à prendre en considération, le fait que ton coach ait un problème personnel avec
ton adversaire? Est-ce que mentalement ça aurait un impact, enfin ça va avoir un impact selon toi? Est-ce que ça met Cyril dans une position compliquée où il faut savoir faire la part des choses? Voilà, c'est leur problème. Moi, je dois gagner mon combat et c'est mon combat à moi. Je pense que moi personnellement, c'est ce que je ferais. Les gens peuvent ne pas s'entendre. Deux personnes peuvent ne pas s'entendre. Mais à l'inverse, moi je pourrais m'entendre avec les deux personnes. Donc ça, du coup, les problèmes des gens ne peuvent pas être tes problèmes non plus. Tu peux pas prendre tous les problèmes du monde sur toi. Tu vois, donc ça. Et je pense que Cyril Gane, je pense que ouais, même s'il y a un problème entre Ngannou et Fernand Lopez, je pense qu'il est assez mature, mais aussi assez distant de la situation. Prendre du recul plutôt de la situation et se dire voilà, j'ai mon fight contre lui, s'ils ont des mésententes ou quoi, c'est ce qui s'est passé entre eux, et pas pour autant désaltérer la relation entre Fernand et Gane, ou entre Gane et Ngannou. Mais bon, là, du coup, je pense que Ngannou a déjà choisi. C'est clair. Bon, après, juste ce qu'on a vu des images, parce que évidemment, c'est ce que nos publics voient. Tu sais pas ce qui se passe en interne ou par message, tu sais pas. Donc, mais ouais, si tu dois juste te fier à la vidéo que tu vois ou les images, ce que tu vois sur internet, c'est sûr que Ngannou a déjà pris ses distances, et de Fernand et de Gane. Oui, bien sûr. Mais je pense pas que Gane, ce serait son choix de prendre des distances avec Ngannou. Je pense pas. Non, effectivement, des interviews qu'on entend, on a l'impression que lui, il veut un peu jouer la Suisse, ce que je comprends totalement, c'est ma façon d'être aussi, et voilà, c'est leur histoire, et lui, il aurait dit bonjour, puisque voilà, clairement, il représente un personnage très, très poli, mais ça, je crois pas que ça allait déranger plus que ça. Alors, je sais que j'avais dit dernier point à l'avant-dernier point, donc tout dernier point, il y a beaucoup d'émotions, parce qu'on vient d'en parler. Parce que ça, je l'ai lu dans les commentaires et c'est une réflexion intéressante. Un travail qui risque d'être compliqué, c'est en tant que coach pour Fernand, son rôle c'est de coacher, enfin c'est d'être bon dans le coin, etc. Et effectivement, les émotions, ça peut enfrayer un peu la qualité du coaching, de vouloir quelque chose à tout prix ou d'être pris de stress dans une mauvaise situation. Comment est-ce que tu vois la chose? Est-ce que tu vois un Fernand ultra émotif sur le coin et que il risque de trop gueuler, de peut-être donner des mauvaises indications, pris d'émotion, ou tu penses qu'il va vraiment savoir se focus à 100% sur son rôle de motiver Gane, de trouver les ouvertures, d'adapter la stratégie, d'envoyer les bonnes instructions au bon moment? Tu l'as dit, t'as deux solutions. Après savoir comment Fernand va se comporter pendant le fight, ou même avant. Ça, du coup, personne ne sait. Ouais. Mais t'as bien montré les deux propositions. Ouais. Donc, des deux façons qui va être. Donc, maintenant, l'histoire nous en dira, on verra bien, le futur nous en dira. Ouais, c'est une position difficile, je pense. Ouais, c'est difficile. C'est difficile parce que coacher ton athlète actuel contre ton ancien athlète, c'est très, très compliqué, tu vois. Ouais. Émotionnellement, je pense que c'est très compliqué de devoir dire ok, je connais ses faiblesses, donc fais ça, tu vois. Et dans ta tête tu vas dire ouais, bon, en fait je suis en train de trahir mon ancien fighter, tu vois. Je suis en train de dire ouais, je sais comment battre, tiens, fais ça, tu vois. Et à l'instar, peut-être qu'il va se dire ouais, je veux que tu le fracasses, tu vois, et peut-être que là il va un peu perdre pied, il va s'éloigner de ce qu'il devrait, de ce que Gane devrait faire, et on prodiguer des conseils plus sur l'émotion, à vouloir vraiment faire payer entre guillemets Ngannou. Tu vois, donc du coup, mais ça, c'est que des théories. On le saura le 22, c'est que des théories, c'est pas ça. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est vrai qu'il faut peut-être souligner ça, ce que j'ai pas encore entendu quelqu'un le souligner. C'est une position très difficile dans laquelle il est, parce que tu dois savoir garder la tête froide dans ce moment-là. Voilà, j'ai toujours dit, le rôle du coach, c'est 3% dans un combat. C'est pas beaucoup, mais à ce niveau-là, 3% peut faire la différence, parce que dans les combats professionnels, la différence se joue sur les détails. Donc voilà, ces 3% restent très importants, et il va devoir faire un travail sur lui-même pour rester le plus stoïque possible dans ce combat et
considérer Ngannou comme l'adversaire et pas comme Ngannou en fait. Mais de toute façon, je pense que de toute façon, une chose qui peut être pratiquement sûre, c'est qu'après le fight, je pense que la tension va redescendre et on va voir beaucoup moins de rivalité, je pense. Tu vois, ce sera passé. Plus un rapprochement, tu vois, je veux dire, Ngannou, en tout cas Ngannou et Gann. Je pense que la pression va redescendre et voilà, puisqu'à la fin de la journée, on est deux gars, on fait pareil. Ils vivent quasi la même chose, ils comprennent les... D'où vient l'autre. Ils comprennent surtout les douleurs, par quoi chacun passe. Et donc du coup, à la fin de la journée, à la fin du combat, tu vois, il reste pas grand chose à part le respect. C'est vrai que c'est peut-être le truc qui peut aussi aplatir les choses. C'est voilà, ils sont tous les deux arrivés à un haut niveau, ils ont tous les deux leur succès. Et même si même tu prends Fernand, maintenant il a complètement son succès à tous les niveaux, en tant que coach, en tant que manager, en tant que promoteur. Et donc voilà, t'as eu une relation avec Ngannou qui a flanché, comme on a tous dans notre vie des relations qui flanchent. Ngannou a son succès, Fernand a également son succès, et ils n'avaient pas spécialement besoin l'un de l'autre pour atteindre leurs objectifs, donc c'est peut-être ça qui peut calmer les émotions post-combat. Ok, voilà. Dono, un tout grand merci. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi, on like, on partage, on commente, et on regarde la dernière pub, comme ça moi je peux courir à mon téléphone pour la clôturer, je dois pas faire de post-montage.